Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Aude Fouret, bonjour. Bonjour. Très heureux de te rencontrer enfin pour la toute première fois à Angoulême. Alors, pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, on a dû frayer un chemin à travers une manifestation. Ouais. Et c'est très bien qu'on manifeste parce que, bon, évidemment, il y a un bordel pas possible au festival. Bref, mais on ne parlera pas de ça. On va plutôt parler de ton travail. Alors, en 2024, il y a très peu de temps, est paru aux éditions de Loi de Cravant, éditeur qui notamment publie Julie Doucet, Simon Bossé, qui a publié entre autres Geneviève Castré, donc un très très beau catalogue. Obom également. Obom, c'est vrai, oui, très juste Obom. Ah ben d'ailleurs, je vois sur ton sac que t'as un badge d'Obom. Alors, tu as publié Le Chahut qui vient en 2024. Ouais. Qui est un recueil de courtes histoires. J'ai envie de dire des yakus. Comment définis-tu ton album? Écoute, moi je le décris souvent par de courtes chroniques. Un livre un peu qu'on peut ouvrir un peu à n'importe quelle page, tu vois. Enfin, moi je l'ai pensé comme ça en fait. Si t'as 2 minutes devant toi, pourquoi pas l'ouvrir à n'importe quelle page, puis tomber sur une histoire, parce que c'est des courtes histoires, donc en 1 ou 2 pages. C'est toujours des petites bandes dessinées en 6 cases, noir et blanc. Oui, il y a l'espèce d'idée de gaufrier. Des fois, tu déroges à cette règle-là, mais c'est quand même relativement rare, ce qui permet de rythmer aussi tes bandes. Ouais, c'est ça. Je me suis dit assez vite dans l'album qu'il fallait quand même que je mette des pleines pages un petit peu pour rythmer ça, parce que ça peut devenir... c'est sûr, il y a beaucoup de textes, puis je voulais rythmer par des pleines pages aussi, mais la majorité du livre, c'est des 6 cases comme ça, assez courtes à lire. Je décrirais le livre comme... C'est des petites chroniques un peu poétiques, politiques. Oui, engagées, militantes. Il y a de ça, ouais. Drôle. L'aspect poétique, oui, il est très, très important. Il est même, je pense, fondamental. Il est au cœur Alors, on lui souhaite de trouver Clyde. Mais c'est ça, donc... C'est un peu... Comment je pourrais dire? L'impression que j'ai... Comment j'ai reçu ton livre... C'est un peu comme une conversation interrompue qu'on reprend avec un ami, qu'on retrouve, qu'on quitte, qu'on recroise par hasard. Il y a beaucoup... Moi, j'ai eu une sensation d'aller-retour. J'ai trouvé ton livre très généreux. Ah bah... Et je sais pas si j'oserais dire audacieux, mais il y a quelque chose de très ouvert aussi. Je t'ai trouvé... très ouverte, très généreuse. C'est sûr que j'aborde des sujets très très variés à l'intérieur là. Puis comme tu dis, il y a l'aspect poétique, mais c'est pas pour rien que Loi de Cravant. Enfin, tu sais, je pense que ce livre, c'était bien Loi de Cravant. Ah oui. Puis, c'est tout à fait dans l'esprit, oui. Non, c'est ça. Je suis pas une bonne ah bon? Je scénarise mal, mais... Pourquoi? Dans le sens où, là, c'est comme... Tu sais, c'est des très courtes histoires, puis... Mais en même temps, t'as raison, c'est fourni dans les idées. Mais il y a déjà... Tu sais, L'Arbre à l'envers, donc, qui est mon premier livre, fonctionnait déjà par chapitre un petit peu. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Avec différentes thématiques abordées. Puis il y avait déjà quelqu'un qui m'avait dit une fois... un lecteur qui m'avait dit « Ah, mais c'est marrant, chaque thématique, chaque chapitre, ça aurait pu devenir un livre. Puis tu aurais pu continuer là-dessus. Oui. » C'est vrai que moi, il y a beaucoup d'idées, mais elles sont pas forcément fournies en pages. Tu sais, je creuse pas le sujet sur le long terme, on va dire, mais ça vient popper comme ça. Puis peut-être le lecteur peut lui-même réfléchir au sujet après.
C'est mon but en tout cas. C'est une forme exigeante, la brève, la nouvelle, le format court, parce que surtout dans un quadrillage comme ça, 6 cases, de s'imposer ça, on n'a pas le luxe de se perdre, là. Faut aller à l'essentiel. Ouais, c'est sûr. Il y a quand même un fil d'Ariane aussi dans ton album, parce que le dernier strip, le strip qui clôt l'album, c'est une case, et sans vouloir divulgacher rien, il y a différents éléments qui convergent. Là. Bon, ça m'a touché. J'avoue que c'était une très belle manière de clore l'album. Et c'est un peu comme si on lâchait la main d'un ami. Je l'ai vraiment reçu comme ça, cet album-là. Et surtout le dernier strip. Et c'est drôle parce que dans un tout autre registre, j'ai lu peu de temps après le nouvel album de Guy Delisle, Pour une fraction de seconde. Et j'ai eu et pourtant, c'est des tonalités complètement différentes, c'est des histoires qui n'ont rien à voir, mais j'ai eu cette même sensation-là. J'ai éprouvé cette même émotion-là. Et en fait, je vais te le dire, j'avais pas envie de lâcher ton livre. Je suis embarqué dans un rythme et c'est drôle parce que, comme tu disais, c'est le genre de livre qu'on prend, on lit 1-2 chapitres, on le pose. Mais moi, je suis tombé dans le piège. Je l'ai traversé, ton album, d'une seule lecture, en me disant, mais je vais y revenir plus tard, je vais relire des segments. Mais il y a un aspect aussi, par moments, tu flirtes un peu avec l'étrangeté, avec... Ouais, je pense que c'est... Tu sais, il y a le côté absurde qui était voulu, puis la façon aussi dont je trouve mes idées. Tu sais, ce livre, c'est fait quand même sur le long terme. En fait, les premières pages de ce livre-là, ça doit au moins dater de 3 ans. Quand même. Je pense même qu'il y a une page que j'ai dû faire en 2017, 2018, enfin quelque chose... À l'époque de ton album publié à la logique du calendrier. Ouais, c'est ça, mais je le concevais pas encore comme projet, puis objet de livre, là, mais il y a une étrangeté, puis c'est que des fois j'ai des idées qui me popent juste avant de dormir, par exemple, tu vois, enfin... Et est-ce que tu les notes ou tu attends le lendemain matin pour les noter? Non, il faut que je les note. Ah justement, bon? j'en ai oublié plein parce que il y en a que j'ai pas voulu ne les noter. Puis non, c'est ça, des idées qui viennent. Puis ouais, une étrangeté. Après, il y a quand même des personnages un peu qui reviennent dans le livre. Une sorte de... Il y a une continuité, mais c'est vrai que... L'aspect poétique est là, puis je le découvre en fait dans mon travail parce que moi, par exemple, je lis très peu de poésie. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Non, je découvre ça petit à petit en fait, et je me rends compte que ça me plaît de plus en plus et c'est comme tout un pan que j'avais pas pris en compte dans ma personnalité que je découvre de plus en plus. Alors, tu as aussi signé le mémoire dont le titre est très évocateur parce qu'on sent vraiment que c'est au cœur de ta pratique artistique. Alors, se représenter, jeu du réel à travers le dessin et affirmation politique de soi. Ouais. Dans cette longue phrase avec plein de mots, il y a beaucoup d'éléments auxquels on se raccroche quand on lit quand on lit ton album. Et je me suis posé la question... parce que pour moi, il y a le mot affirmation qui est très, très important. Et l'affirmation de la politique de soi. C'est sûr que l'autobiographie en bande dessinée, si on recule il y a 30 ans, c'était un genre... Ça fait plus longtemps que ça existe, évidemment, mais c'est un genre qu'on commençait à fréquenter de plus en plus avec l'avènement de l'association ici, entre autres. Et il y a un moment où... en fait, c'était pas un genre, mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, c'est devenu un genre. Mm-hmm. Il y a le blog qui a accéléré cette pratique-là. Puis bon, la pandémie de la COVID aussi, là, je veux dire, il y en a eu des journaux de la COVID là, par des autrices et des auteurs. Et il y a un moment où je trouve que ça devient édulcoré, l'autobiographie, parce que tout à coup, c'est un prétexte pour raconter quoi au final. Et dans ton album, c'est pas ça du tout. Je me suis beaucoup reconnu dans ce personnage qui te représente en partie dans l'album. Et je me demandais, mais justement, dans ta pratique, le fait de te représenter, qu'est-ce que ça implique pour toi?
Vaste question. Oui, je sais. Je peux viser plus serré si tu veux comme question. Je peux essayer d'apporter des éléments de réponse, mais ça m'a toujours plu. Moi, c'est mon point d'entrée dans la BD. Comme tu dis, mon mémoire, là, ça commence à dater. C'était quand j'étais encore... donc ça fait 9 ans que je suis au Québec. Avant ça, j'ai fait mes études en France et c'est de manière théorique que j'ai découvert la BD. Moi, en fait, j'en faisais pas du tout en France. Puis, ah bon, donc c'est par la théorie. C'est intéressant, ça. C'est justement en lisant des auteurs, comme tu dis, l'association. Ouais. Moi, c'est comme ça que je suis tombée dans la bande dessinée. Puis c'est drôle, forcément Julie Doucet, j'en parle dans mon mémoire. Je parlais de Julie Delporte aussi, qui est devenue une amie. Puis cette notion d'autofiction, en fait, ça m'intéressait. Des autrices comme Dominique Goblet aussi. Ah bah oui. Moi, ça me passionnait. Oui, qui est une autrice majeure, faut-il le rappeler. Et déjà dans ce mémoire-là, je m'étais amusée. C'est théorique, là, c'est de l'écrit, mais je m'étais amusée à me représenter. Ah bon? À me dessiner dans des moments de doute, de fatigue et de... Donc il y avait ce côté-là déjà, mais je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est plus le jeu entre fiction et réalité. Qu'on retrouve justement un peu chez Dominique Goblet, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est finalement de penser que des fois on peut faire de la fiction et finalement ça va parler de soi aussi, parce qu'on a tous des... Je sais pas, c'est de tromper un peu le lecteur. Le point pour le Chahut qui vient aussi, une idée que j'avais en tête, c'était comment dire, de parler d'absurde, mais des fois on vit dans un monde tellement absurde, il se passe des événements politiques tellement absurdes autour de nous, mais c'est réel. Oui. Mais je voulais que le lecteur soit perdu entre ma propre absurdité que j'invente, entre guillemets, et l'absurdité du monde tel qu'il est, tel qu'on l'entend aux infos, tu sais, des fois. Oui, on vient à se questionner sur la normalité aussi, forcément. Et oui, je pense qu'on vit dans une période où là, les informations, des fois, que les politiciens nous disent, on ne sait plus trop si c'est vrai ou pas, mais finalement, ça n'a plus tant d'importance, des fois, j'ai l'impression. Mais là, je m'éloigne du sujet, mais j'aime beaucoup, je pense, me représenter. Et parler, il y a des éléments autobiographiques, c'est sûr, dans mes bandes dessinées, mais j'aime bien aussi les déformer, ces éléments. Tu vois, genre, dans mon premier livre, à un moment, je parle de mes parents. Enfin, mon premier livre est quand même très, très... L'Arbre à l'envers, c'est très... Il y a beaucoup d'éléments autobiographiques. Là, je parle de l'enfance, puis c'est quand même mes sensations d'enfant. Mais je sais pas, je représente mes parents comme des truffes, tu sais, le champignon, les truffes là. Enfin, donc voilà, c'est jouer un peu avec ça. Puis en même temps, c'est ça, il y a des éléments autobiographiques, mais d'un coup, je passe à un autre sujet qui a pas de rapport avec moi, tu vois. Puis d'un coup, c'est ça, je parle d'Olympe, l'araignée. Puis là, il y a plus de rapport avec ma vie, tu vois, avec ma réalité. Et donc, qu'est-ce que c'est ta première visite comme autrice à Angoulême, donc oui? Première visite. Et comment ça se passe pour toi, là, jusqu'à présent? Ton expérience dans le plus grand festival de bande dessinée francophone au monde? Eh ben, écoute, je me prends une claque quand même, je pense. Ah bon? Je sais pas comment expliquer ça. Moi, c'est marrant, j'avais pas conscience déjà de l'ampleur du festival. C'est gros quand même. Oui, c'est énorme. Oui. Et pourtant, tu sais, je suis d'origine française, mais ouais, j'avais jamais eu l'opportunité d'aller à Angoulême avant. Donc déjà, je suis reconnaissante de ça. Puis c'est quand même marrant de dédicacer, entouré d'amis québécois. Enfin, tu sais, maintenant, ça fait un moment que j'habite au Québec, mais je me sens un peu comme des fois une intrue, tu vois. Je suis au stand Canada. Les gens, ils n'entendent pas mon accent québécois. Ah oui, c'est très juste, ouais. Mais je suis super contente en fait d'avoir eu l'opportunité d'être là. Et puis
de rencontrer plein de gens que j'admire aussi là. Tu croises du monde. Tu sais, moi je suis une grande fan d'Anouk Ricard, donc là je suis super contente. Oh mon Dieu, là t'es heureuse là. Mais c'est formidable quand même. Hier j'ai eu la chance de croiser Éric Veillé aussi, on n'en a pas parlé, mais Éric Veillé ça a été une référence moi pour mon livre. Il a fait un livre, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Le sens de la vie et ses frères, qui est de l'humour absurde. C'est édité chez Cornelius, puis moi de le croiser comme ça dans le festival, c'est super. Je suis super contente. J'ai l'impression que c'est sûr, c'est l'endroit où il faut être pour rencontrer le monde de la BD. Et est-ce que c'est aussi l'endroit pour rencontrer des collègues du Québec que tu pourrais autrement difficilement croiser? Oui, c'est ça qui est étonnant, tu vois. Faire 6000 km pour... Là, je découvre des Québécois que je connaissais pas à Montréal. C'est un super moment pour se rencontrer. Ce qui est marrant, c'est que je suis la seule représentante de l'Oued Cravant cette année, donc je suis assez solitaire. C'est marrant, tout le monde vient en groupe de maisons d'édition, puis moi là je suis un peu genre c'est moi, je suis si ça peut te réconforter, Marc Tessier est seul pour représenter Moël Graphique. Ouais, c'est ça. Non mais en fait ça me permet d'avoir une grande liberté aussi dans mes mouvements, puis de flâner, puis de découvrir, d'être assez libre et de pouvoir voir ce qui m'intéresse en fait. Après le constat un peu plus comment dire, comme je te disais, je trouve que c'est énorme. Puis du coup, ça rend très très humble, tu sais, dans le sens où on est une poussière parmi un tas de poussières. Là, dans le sens où il y a tellement de BDistes, il y a tellement d'auteurs ultra talentueux. Donc ça permet de garder ça en tête, qu'on est juste un minuscule petite... mais je suis étonnée aussi parce que j'ai parlé à pas mal de Français là, depuis que je suis là. Et l'Oued Cravant, en fait, on sent que c'est connu en France, en fait, qu'il y a des gens qui connaissent ça. Donc, il y a une bonne réception, je pense, de cette maison d'édition aussi. Et tant mieux, parce qu'ils font un travail très, très important. Ouais. C'est sûr qu'ils sont un peu en marge, mais pour peu qu'on consulte leur catalogue, il est conséquent et non moins important. D'ailleurs, et j'aurais envie de finir l'entrevue là-dessus. De la vingtaine plus d'années que je couvre la scène locale, la scène nationale en fait au Québec, je trouve que la dernière décennie, elle appartient aux autrices. Et c'est extraordinaire parce que tout à coup, je trouve que la bande dessinée québécoise a beaucoup gagné en diversité, en inclusivité, en beauté, en audace. Et je sais que pendant longtemps, il y a les Julie Doucet, il y a les Caroline Mérola, il y a ces filles-là qui étaient vraiment pas légion à une époque où c'était vraiment un milieu d'hommes. Et toute la nouvelle génération, tu parlais de Julie Delporte tantôt, on pourrait en nommer des dizaines et des dizaines d'autrices. Mais un éditeur comme Pawpaw, par exemple, l'année dernière, et j'en discutais avec Luc Bossé à la tête des éditions Pawpaw, je dis, mais ton catalogue de l'année précédente, t'as publié des albums d'autrices seulement. Et c'est sans s'en rendre compte, c'était pas un geste politique, c'est que lui, comme directeur d'une structure éditoriale, il a choisi de mettre de l'avant ces albums-là, et ça donne que c'est des albums signés d'autrices. Ah ouais. Bah ouais, mais c'est tant mieux. Enfin, moi, forcément, en tant qu'autrice, je suis super contente de ça. Et ça a du sens, en fait, parce que tu sais, même, regarde, dans les écoles d'art, c'est des femmes. Bah oui. Tu sais, il y a peu d'hommes qui font des études dans l'art, en général. Et malheureusement, tu sais, ils sont plus représentés. Enfin, là, c'est plus l'art contemporain dont je parle, mais... pendant longtemps, c'est sûr que Julie Doucet, par exemple, c'était une exception. Maintenant, même les personnes nommées là, pour Angoulême, il y avait que des femmes. Oui, et Anouk Ricard qui a gagné donc le Grand Prix d'Angoulême. Heureusement qu'on... Je pense que c'est ça. Après...
Ouais, non, je suis super contente de ça. Puis c'est vrai que ce constat, il est positif. Oui, et tu sais, avec le prix d'Anouk Ricard, au-delà du fait que c'est une autrice, c'est un bon pied de nez pour les gens qui considèrent que la bande dessinée, c'est le beau dessin. Moi, ce terme-là, quand on me dit « Ouais, mais c'est pas du beau dessin », alors définis, c'est quoi du beau dessin? Le dessin, il est là pour soutenir l'histoire. C'est une écriture, le dessin. C'est là pour raconter. C'est pas là pour poser. Et il y a déjà une levée de bouclier, là. Il y a des lecteurs, principalement des lecteurs, qui disent « Bah, mais c'est laid du... » Mais non, c'est pas laid. Arrêtez. De dire qu'Anouk Ricard ne s'est pas dessinée, je trouve que c'est odieux. Il y en a pour tous les goûts, de toute façon. Je pense qu'elle pourrait pas faire autrement, c'est son style. Oui. Si on veut un autre style, il y a tellement d'albums, là on peut aller chercher ce qu'on veut. Oui, puis Moebius, comme auteur classique, racontait tout autant avec son dessin. Là. Ouais, mais on a tous des univers différents, puis l'humour d'Anouk Ricard, moi personnellement, puis justement c'est dû à son trait en fait. Ouais. Moi, j'adore ça, quoi, parce que son humour vient de là aussi, vient de son trait, tout à fait. Ces animaux naïfs. Puis moi, personnellement, je suis plus de ce style-là aussi. J'ai pas un dessin. Je pense que Julie Delporte, elle avait dit qu'il y avait un côté Tom Tom et Nana, je pense, en parlant de mon livre, mais j'ai un dessin assez naïf, et moi personnellement c'est ce que j'aime aussi dans le dessin. Des fois je suis plus touchée par un dessin entre guillemets mal fait que de grosses guillemets, hein, de gros guillemets qu'il faut utiliser. Non, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me touche aussi dans le fait que ça soit pas parfait. Il y a quelque chose qui me touche. Mon ancien éditeur, Rod Legrand, me dit que des fois je fais plus de doigts aux mains sans m'en rendre compte aussi. Il m'avait dit ça. Puis, je suis pas quelqu'un qui fait attention à ce genre de trucs, quoi. Je vais pas passer 7 heures à essayer de faire une main parfaite. Mais bon, c'est personnel. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Puis, c'est parce que, en fait, il faut être au service du récit. Ouais, pour moi, les deux se complètent, texte, image, et je pense que j'arrive à exprimer ce que je veux par mon dessin. Voilà. Et de manière très efficace, encore une fois. Merci. L'album Le Chahut qui vient, à Loi de Cravant. Aude Fouret, bravo tout d'abord pour cet album-là que j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci. Et maintenant, j'en attends d'autres. Alors, on travaille. D'ici là, bonne fin de festival. Je travaille pas beaucoup, moi. Non, c'est correct. On va attendre. On sera patient. Ouais, ça marche. Mais un pur délice. Alors, Aude Fouret, merci beaucoup et bonne fin de festival. Merci. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.